Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands poèmes épiques de la littérature française, la chanson de Roland. On y parle de courage, de loyauté, mais c'est surtout l'histoire de comment l'orgueil démesuré d'un seul homme a mené au massacre de toute l'élite de la chevalerie. Alors, où est-ce qu'on en est? L'histoire démarre après 7 longues années de guerre en Espagne. L'empereur Charlemagne a quasiment tout conquis. Il ne reste qu'une seule ville qui lui résiste, Saragosse, dirigée par le roi sarrasin Marsile. En fait, tout le récit tourne autour de ces trois éléments. D'abord, la trahison, qui ne vient pas d'une grande cause, mais bien d'une querelle de famille, d'une jalousie mortelle. Ensuite, la fierté d'un héros, Roland, une fierté tellement immense qu'elle en devient son plus grand défaut. Et enfin, le sacrifice, un acte qui va transformer une défaite militaire terrible en une légende pour l'éternité. Tout commence avec une offre de paix. Le roi Marsile, qui se sent acculé, envoie des messagers à Charlemagne. Il promet la paix, des trésors incroyables et même de se convertir au christianisme. La question c'est, peut-on vraiment lui faire confiance? Face à cette proposition, le conseil de Charlemagne explose littéralement. D'un côté, il y a Roland, son neveu, le meilleur de ses chevaliers. Lui, il n'y croit pas une seconde. Il rappelle que Marsile les a déjà trahis par le passé. De l'autre côté, on a son beau-père, Ganelin. Lui, il en a marre de la guerre, il veut juste rentrer, il plaide pour qu'on accepte l'offre. L'ambiance est électrique, on sent bien que ces deux-là ne peuvent pas se voir. Et c'est à ce moment-là que l'histoire personnelle va prendre le pas sur la grande histoire. Charlemagne doit envoyer un ambassadeur pour donner sa réponse à Marsile. C'est une mission suicidaire, tout le monde le sait. Et c'est Roland qui va faire une suggestion qui va tout faire basculer. Roland propose son beau-père, Ganelon. Pour Roland, c'est un choix logique, Ganelon est un bon parleur. Mais pour Ganelon, c'est une condamnation à mort. Il est absolument persuadé que Roland fait ça pour se débarrasser de lui. Et là, sa simple rancune se transforme en une haine pure et dure. Sur la route de Saragosse, la vengeance de Ganelon prend forme. Il passe un accord secret avec le roi Marsile. Le plan est machiavélique. Il va d'abord convaincre Charlemagne d'accepter cette fausse paix. Ensuite, il va s'arranger pour que Roland et les 12 pairs, c'est-à-dire le top du top des chevaliers francs, commandent l'arrière-garde pendant le trajet du retour. C'est là que l'embuscade aura lieu. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est le côté solennel de l'acte. Ganelon ne fait pas que trahir, il commet un parjure, un péché mortel. Il jure sur des reliques saintes qui sont incrustées dans le pommeau de sa propre épée. À partir de ce moment, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Et bien sûr, le plan de Ganelon se déroule sans accroc. Charlemagne, convaincu, prend le chemin du retour vers la France. Et comme prévu, Roland se retrouve à la tête de l'arrière-garde, coincé dans les cols des Pyrénées, au passage de Roncevaux. Le piège est prêt à se refermer. Et quand on parle d'un piège, c'est un euphémisme. On parle de 20 000 soldats francs de l'arrière-garde qui se retrouvent face à une armée de 400 000 sarrasins. Les chances ne sont pas minces, elles sont inexistantes. L'issue semble déjà écrite. C'est la question qui est au centre de toute cette histoire. Roland, il a un moyen d'alerter Charlemagne. Son olifant. C'est un corps dont le son porte à des kilomètres à la ronde. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'en sert pas? On est là, au cœur du conflit. Olivier, le meilleur ami de Roland, c'est la voix de la sagesse. Il voit l'armée immense qui arrive et il supplie Roland de sonner du corps. Pour lui, le devoir, c'est de sauver ses hommes. Mais Roland, qui est l'incarnation de la fierté et de l'honneur du chevalier, refuse, catégoriquement. Pour lui, sonner du corps, ce serait avouer qu'il a peur, ce serait une honte. Il préfère mourir que de passer pour un lâche. La décision est donc prise. La bataille de Roncevaux s'engage. Les 20 000 francs chargent avec une rage incroyable, bien décidés à vendre leur vie le plus cher possible. Et au début, leur courage fait des miracles. Roland, avec son épée Durandal, et Olivier, avec la sienne, Alteclair, sont de véritables forces de la nature. Les 12 pairs accomplissent des exploits surhumains et les Sarrasins tombent par milliers. Mais le nombre, à la fin, l'emporte toujours. Vague après vague, les Sarrasins finissent par submerger les Francs. Malgré toute leur bravoure, les chevaliers tombent les uns après les autres. Le champ de bataille n'est plus qu'un immense bain de sang. C'est le moment tragique. Roland voit ses compagnons, l'élite de la France, se faire massacrer. Et c'est là qu'il comprend enfin le prix terrible, absurde de son orgueil. C'est trop tard pour être secouru, il le sait. Mais il n'est pas trop tard pour la vengeance. Roland décide finalement de sonner du corps. Pas pour être sauvé, non, mais pour que Charlemagne entende, revienne et punisse les Sarrasins. Et ce n'est pas un simple appel. Roland souffle dans cet olifant avec une telle puissance que ses tempes éclatent littéralement. Le son est si fort qu'il franchit les montagnes.
Mais l'effort le blesse à mort. À des dizaines de kilomètres de là, Charlemagne entend le son lointain. Il comprend tout de suite que Roland a des ennuis, et il veut faire demi-tour. Mais Ganelon, le traître, est encore là pour jouer son dernier tour. Il assure à l'empereur que ce n'est rien, que Roland est juste en train de s'amuser à la chasse. Et, tragiquement, Charlemagne le croit. La fin est proche. Roland voit son meilleur ami, le sage Olivier, se faire tuer, frappé dans le dos. C'est à cet instant précis que toute la gloire et l'héroïsme s'effacent devant la douleur de la perte. Son chagrin est immense. Seul et mourant, Roland accomplit ses derniers gestes dans une scène qui est devenue mythique. D'abord, il essaie de casser sa fameuse épée, Durandal, sur un rocher pour que l'ennemi ne la prenne pas. Mais la lame sacrée refuse de se briser. Alors il s'allonge, le visage tourné vers l'Espagne, la terre ennemie, en signe de conquérant. Et pour finir, il tend son gant droit vers le ciel, comme un vassal qui se soumet à son Seigneur Dieu. Sa mort est celle du chevalier parfait, et les anges descendent pour l'emporter au paradis. Charlemagne finira par revenir, oui. Il exterminera les Sarrasins et il punira le traître Ganelon. Mais le mal est fait. La fine fleur de la chevalerie française a été anéantie. Et ça nous laisse avec la question centrale du poème, une question qui est toujours d'actualité. Est-ce que l'honneur d'une seule personne, aussi grand soit-il, peut justifier le sacrifice de milliers de vies ?